Merci beaucoup, Murphy. C'est super d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Nous avons 75 minutes devant nous pour parler de cet enjeu de philanthropie et des partenariats philanthropiques basés sur la confiance. Je vous appelle des territoires traditionnels des Côtes Salish ici à l'île de Vancouver au Canada. Et c'est un plaisir d'être ici pour ces conversations avec vous. Je suis ici avec des panélistes merveilleux que j'ai eu l'honneur de rencontrer au cours de la dernière année pour ce projet pilote, la Foundation Academy for Innovation. Nous avons Claude Pinard de la Fondation Marella Essaperita. Nous avons Alet Mansky de Plan Institute, un organisateur communautaire dans notre réseau. Nous avons Jeff Sear qui nous appelle du clan du Raven et Marcel Gauthier, aussi membre de l'Académie. Cette séance aujourd'hui se concentrera sur des enjeux qui nous amènera à revenir aux enjeux soutenus par l'Académie et comment nous pouvons confronter ces enjeux dans la communauté philanthropique et dans la communauté des leaders pour le changement social. Nous parlerons brièvement du format de nos conversations, de ce que nous avons appris et de quelques éléments culturels qui ont été éclairants dans nos conversations jusqu'à maintenant. Nous allons réfléchir à des exemples concrets. Nous allons inclure Claude et Al afin qu'ils puissent nous parler de leur expérience de travail commun, ainsi que Jeff et Marcel. Et ensuite, nous entamerons les prochaines étapes de ce projet pilote et les prochaines étapes à suivre, dans lesquelles nous vous inviterons à vous joindre à nous alors que nous continuons de progresser. Nous aurons ensuite, bien sûr, des questions à la fin. Et n'hésitez pas à nous partager vos questionnements dans la boîte de clavardage en attendant. Nous allons débuter par faire une petite table ronde des participants et participantes. Je vois que dans la boîte de clavardage, les gens se présentent et disent d'où ils proviennent. Il y a déjà une question à propos de l'interprétation en français. Je voulais déjà vous dire qu'au bas de l'écran de votre plateforme Zoom, vous verrez l'option anglais ou français. Donc, vous pouvez cliquer sur le langue de votre préférence. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement à Murphy dans la boîte de clavardage. Donc, prenons un moment pour prendre conscience de où proviennent nos participants et participantes ici. Nous avons une grande diversité de personnes dans la pièce. Start with some poll. We're going to have 3 polling questions just to get a sense of folks' familiarity with this Nous allons maintenant lancer 3 questions de sondage pour mettre un peu la table et nous mettre sur la même longueur d'onde. Jihan, je te regarde en ce moment. Comment ça marche, ce truc du sondage? Est-ce que je peux juste poser une question et tu pourras partager le lien? Oui, en fait, c'est tout simple. Tu n'as qu'à me dire quand tu veux que je lance le premier sondage. Donc, c'est une question liée à la collaboration avec les autres organismes de charité. Oui, c'est parfait. Tu peux la lancer. C'est celle-là que je voulais poser. Donc, on va vous donner quelques instants pour voter. Donc, la question, c'est sur une base annuelle, combien de fois avez-vous collaboré et expérimenté avec d'autres fondations? Donc, ça va de jamais à 10 fois et plus. Donc, première option, jamais. Deuxième, rarement. Troisième, une fois peut-être. Quatrième, moins de 5 fois. Moins de 10 fois et plus de 10 fois. Donc, voilà, nous avons la majorité à 35%, c'est plus de 10 fois. 38%, pardon. Donc, c'est super. Nous aimerions entendre parler davantage à propos de vos expériences dans la conversation et dans la boîte de clavardage. Allons maintenant à la prochaine question.
Quelle est votre impression du changement systémique? Donc, la première option, c'est bien, c'est important de travailler à ce niveau-là. Ensuite, c'est pas c'est mauvais, c'est pas vraiment mon truc. Troisième, indifférent. Et quatrième, changement quoi? Voyons quels sont les résultats. Et c'est très positif. À 96%, on a choisi la première option. Et maintenant, troisième question. Quelle est votre expérience avec le financement du changement systémique? Donc, première réponse, je n'ai jamais financé cela. Deuxième, j'ai un peu touché avec le changement systémique. Et troisième, j'ai financé de nombreuses initiatives de changement systémique. Merci, Beth Hunter, de nous indiquer que les autres gens n'arrivent pas à voir les résultats. Je croyais que tout le monde arrivait à voir les résultats, mais dans la dernière réponse, c'était à 98 la première réponse qu'on avait une expérience positive du changement systémique. Et je vais m'assurer de vous lire la réponse. Est-ce que ça va si je mets fin au sondage? Oui, merci, ce serait super. Voilà. Quand j'ai partagé les questions de sondage, tout le monde devrait être capable de les voir. Donc, il y a une nouvelle boîte de clavardage qui apparaît avec la question des sondages. Donc, ici, c'est un peu plus éparpillé. Il y a 18 qui disent qu'ils n'ont jamais participé à ce type de financement. 43 ont un peu touché à ce secteur et 40 ont beaucoup plus d'expérience. Merci beaucoup. C'est très aidant pour nous de pouvoir adapter notre conversation en considérant ces éléments. Donc, allons-y directement dans le vif du sujet. Nous allons passer 10 minutes peut-être à mettre la table pour que nous puissions nous mettre sur la même longueur d'onde avant d'aller plus profondément dans la conversation. Ce que nous ferons tout d'abord, c'est de commencer avec Claude. Pouvez-nous nous parler un peu des idées fondatrices et des problèmes que vous avez observés dans l'établissement de ce projet pilote? Oui, merci tout le monde. Merci de votre présence aujourd'hui. Juste par question de simplicité, je vais m'adresser à vous en anglais et je peux répondre je peux répondre aux questions en anglais comme en français. L'idée originale, quand j'ai commencé à approcher les gens pour parler de cela, de ce projet, c'est que je partais du point de vue que, en tant que fondation privée philanthropique, je pouvais faire davantage pour me rapprocher du terrain. Donc, ma compréhension de la question, c'était que si nous avons l'occasion, donnons l'occasion à chaque philanthrope au Canada de passer plus de temps avec des gens qui ont démontré des résultats positifs de leurs initiatives du terrain pour le changement social à partir des gens qui ont été reconnus par des organisations pour leur processus et leurs résultats. Je crois que nous pourrions avoir une type de dissémination positive du savoir qui aurait lieu à ce sujet, à ce moment-là. Donc, mon idée demeure la même, c'est d'apprendre pour moi-même et avec des gens que j'amènerai avec moi dans cette trajectoire d'apprentissage pour financer les initiatives d'une façon qui ne serait pas nécessairement près de la manière dont nous faisions les choses avant et d'une façon qui n'est pas nécessairement en ligne avec le type d'activité ou d'intérêt que nous tentions de faire auparavant. Donc, l'idée, c'est de rassembler les gens. Ou, pardon, j'ai la petite boîte de clavardage qui sort comme ça. Donc, c'est juste de rassembler les gens afin de converser de comment, en tant que philanthrope, mais aussi en tant qu'innovateurs ou entrepreneurs sociaux sur le terrain, nous pouvons en venir à des grandes solutions pour des grands problèmes de nos temps. Donc, ce n'est pas plus compliqué que cela à mes yeux. Et donc, je l'ai approché en proposant de considérer ce qu'on fait en tant qu'organisation et la portée de notre impact en tant qu'innovateur social. Je me suis dit, OK, faisons quelque chose ici au Canada et ramenons les gens vers une académie où tout le monde pourrait apprendre les uns des autres. Donc, c'est ça qui était génial. Merci, Claude.
Je suis membre d'une conversation régionale dont vous nous avez fait part, où il est question que de nombreux bailleurs de fonds peuvent parfois être impressionnés ou être déboutés par le rôle de changement social et ce type de langage. J'ai souvent fait l'expérience de ça dans les rencontres organisationnelles avec d'autres groupes. J'enrobe un peu ce jargon. J'essaie d'adoucir le coup quand j'en parle avec mes partenaires. Et donc, je me demandais comment est-ce qu'on peut développer un langage pratique, concret, basé sur l'expérience, qui pourrait nous amener à mieux nous comprendre pour comprendre ce qu'on veut dire. Donc, Marcel, en tant qu'autre membre de la Fondation académique, vous avez élaboré cette idée avec Claude. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu davantage de ce projet pilote aussi? Oh, pardon, votre micro est désactivé. Oui, toujours désactivé. Désolé. Ah oui, OK, je recommence. Oui, OK, super. Hi everyone. Quand Claude nous a appelés, j'étais très intéressée d'avoir un point de vue de ce à quoi il réfléchissait. Et quand il m'a parlé de ce qu'il allait faire avec le Showcar, j'ai trouvé que c'était super parce qu'avec la Fondation, nous avons travaillé avec de nombreuses nations autochtones, dont certaines sont avec nous aujourd'hui. Et Jean-Marc de PFC, qui est un grand penseur et stratégiste, s'est intégré au projet de PFC. Donc, j'étais intriguée et j'ai vu l'occasion de travailler avec d'autres fondations, particulièrement avec certaines dont je connaissais déjà le travail. Et mon but était, et mon espoir est toujours de pouvoir mener un plus grand groupe de gens qui peuvent se rassembler pour réfléchir à comment mieux collaborer, incluant en intégrant parmi de nos fondations et notre expertise. Donc, j'ai contribué à la série sur la philanthropie en Europe avec des pairs et j'étais vraiment impressionnée de voir ce qui se passait en Europe à ce sujet-là. Je trouvais que les fondations européennes étaient beaucoup plus avancées que nous au niveau de la collaboration, de la développement, l'élaboration de nouveaux fonds et la création de structures et de mécanismes qui puissent confronter les grands défis sociaux qui nous incombent. Je sens que nous commençons vers cette voie au Canada, mais je crois que nous pouvons apprendre beaucoup du modèle européen. J'ai fait beaucoup de travail collaboratif depuis longtemps. Je pensais que je connaissais beaucoup de gens grâce à mes collaborations, mais je continue d'apprendre beaucoup et dans ce processus particulièrement. Et ça m'apprend à tester mes postulats et c'est vraiment bien de se voir confronter. C'est super aidant. Donc, j'ai beaucoup retiré de ces conversations jusqu'à maintenant et je recommanderais à tout le monde de faire le même processus. Oui, parfait. Merci, Marcel. Je vais donner un peu plus de contexte à propos de ce que nous faisons quand ce projet nous a été amené, dans ce problème a été souligné, juste pour mettre un peu mieux la table avant d'aller plus en profondeur. Donc, en septembre dernier, quand nous avons quand ce projet nous a été présenté, nous avons décidé de mettre sur pied une équipe qui sera composée des gens que nous voulions, avec qui nous voulions travailler davantage. Donc, ça incluait deux organisations réseau, Social Canada, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux du Canada, et PFC, qui est un réseau d'acteurs du changement philanthropique et de fondations. Et donc, nous avions du personnel de ces deux organisations qui étaient dans l'élaboration conjointe de ce projet. Et ensuite, nous avions besoin d'un bailleur de son et des entrepreneurs sociaux impliqués dans la co-construction du projet. C'est à ce moment-là que Claude est arrivé pour nous aider à se mêler des tout petits détails, la vision, le pourquoi du comment, etc. Et puis, à partir du secteur de l'entrepreneuriat social, il y a Paul Bourne de Tamarack Institute qui est aussi un collègue avec une riche expérience sur la collaboration innovatrice. Et donc, à nous cinq, nous nous sommes rajoutés, nous nous sommes déplacés à DC pour avoir une conversation de 3 jours sur l'innovation créative. Donc, le but, c'était d'apprendre ensemble à propos de différentes techniques d'innovation créative qui a été facilitée par Co-Creative, qui est une agence fantastique qui travaille à l'international avec
différents systèmes de collaboration pour amener un meilleur changement social au niveau des soins de santé, de l'éducation, etc. Donc, nous avons appris un peu de leur expérience de travail dans ces contextes de collaboration plus larges. Mais je crois que ce qui est important à retenir aussi, c'est que ce moment ensemble incluait le moment de déjeuner, de dîner, de souper, des marches. Nous n'étions pas simplement dans un contexte professionnel, mais tout notre individu est impliqué dans cet échange en tant qu'amis, en tant qu'époux, épouse, membres de la famille. Nous nous sommes rassemblés en humour pour mettre en commun nos inquiétudes et nos rêves. Et donc, j'espère et je crois vraiment que nous avons été en mesure de lancer ce projet pilote sur un excellent pied en bâtissant une fondation solide entre nous pour nous entendre, pour se dire que nous allons prendre ce risque collectif ensemble. Donc, ce projet pilote a été ficelé un petit peu largement et tous les détails de l'organisation restent à déterminer. Et donc, c'est important de le savoir que les prioritarisations de nos relations ont été cruciales à ce processus jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, nous avons élaboré une vision du futur de la philanthropie que nous utilisons dans notre cadre conceptuel, dans la construction de partenariats de confiance dans le mouvement philanthropique et communautaire du Canada afin de donner aux Canadiens et Canadiennes la chance d'être des leaders du changement social. Nous considérons les partenariats étant comme non transactionnels, mais transformateurs. Ça implique les philanthropes et les entrepreneurs sociaux qui puissent s'arrimer en tant que pairs pour s'entendre sur les différences de pouvoir qu'ils possèdent et qu'ils peuvent amener à la conversation pour pouvoir se mobiliser autour de thèmes très ambitieux. À PFC, nous avons besoin d'un lien de confiance en tant que communauté impliquée dans le changement social, autant en tant qu'entrepreneurs sociaux que philanthropes. Et l'aspect communautaire de notre organisation est très importante. Et donc, des partenariats créateurs en philanthropie pourraient co-construire le changement social qui pourrait adresser les causes sociales des problèmes auxquels nous faisons face dans notre pays afin de rediriger un système brisé vers des systèmes plus inclusifs et égalitaires. Donc, compte tenu de cet objectif et de ces visions, c'est facile de dire ça et puis de revenir simplement à nos vieilles pratiques. Donc, l'aspect culturel a été rédigé comme une des plus grandes frontières, obstacles que nous rencontrons en tant que collaborateurs et collaboratrices. Donc, il y a des choses que nous avons dû démonter en tant que fondateur, bailleur de fonds et les relations de pouvoir que ça nous donne. Donc, nous avons des boursiers et des boursiers qui nous ne montrent pas l'entièreté de la situation, ce qui brime un peu notre perspective en tant que philanthrope et qui brime un peu l'avancée du secteur au complet. Les processus rigides de proposition ou de demande peuvent aussi freiner l'innovation, spécialement quand on manque de temps et d'énergie pour ces demandes. Donc, d'un côté, on parle des moments d'occasion de changement social, mais ça suppose que nous ayons de différents processus pour se mettre en lien avec les acteurs de changement social. Quelque chose d'autre que j'aimerais déconstruire, c'est la mentalité séparée, la mentalité en silo, ce qui ne nous aide pas à aborder des problèmes collectifs. Nous croyons qu'il est utile de réfléchir à la question de l'ego dans la philanthropie, ce qui nous déconnecte des communautés concrètes et nous empêche de se manifester dans un point de vue aidant. Donc, voici quelques photographies de notre culture en tant qu'individu, que fondation ou en tant qu'entrepreneur et comment nous impliquons dans ces systèmes d'une façon qui influence notre capacité à faire le bien. Donc, toutes ces interactions-là sont valides d'interrogation. Et donc, nous avons composé ce groupe de pairs parce que nous avions le sentiment d'avoir besoin
de mettre plus d'accent sur la prise de risque en impliquant plus de gens dans la conversation pour que nous puissions prendre des risques collectivement. Mais nous voulions faire attention à l'ampleur de notre ambition parce que nous savions que certaines personnes seraient un peu cafouilleurs, qu'il y aurait des erreurs de fait en cours de route. Donc, nous avons décidé de la jouer sécuritaire pour ce panel. Donc, avant de rassembler plus de gens autour de ce projet, nous avons mené des entrevues avec chacune des philanthropes qui auraient voulu se joindre au projet. Et ensuite, nous avons partagé l'analyse en groupe de ces entrevues. Et nous posions des questions très personnelles, à vrai dire, au sujet de quels étaient les obstacles que chaque personne identifiait dans son secteur, qu'est-ce qui les empêchait de devenir un meilleur allié, un meilleur collaborateur pour mieux adresser des questions sociales difficiles. Est-ce qu'on donne un service direct à la communauté, etc. Ce type de questions nous ont aidé à identifier chacun des philanthropes individuels et leurs besoins de manière à concevoir le groupe en conséquence de ces réactions. Alors, on parle d'un côté de la médaille, mais on doit aussi ne pas oublier l'autre côté qui concerne comment l'entrepreneur social peut s'intégrer à l'effort philanthropique. Donc, à chaque fois qu'on mobilise nos partenaires dans ces conversations, nous les incitons à se comporter de la même façon dont ils aimeraient être traités. Donc, par exemple, quand on est dans une rencontre, ne donnez pas votre pitch de vente tout le temps. On a tout le temps l'impression que les gens veulent nous vendre des projets et donc, nous voulons inviter les gens à venir interagir avec nous en ayant une perspective informée qui leur permettra de partager les visions des problèmes et des obstacles, ce qui nous permet de travailler avec des organismes qui ont une très belle feuille de route tout en étant conscientes de leurs problèmes et de leurs obstacles et comment les aider au cours des prochaines étapes. En janvier, nous avons entrepris une grande galerie avec chacune de nos membres et de nos collègues à Toronto. Ça a été un moment de réseautage, de se promener juste pour construire des meilleures relations ensemble. Et puis, nous nous sommes rencontrés à chaque mois depuis. Le format était d'abord axé autour de la possibilité de mettre les gens en interaction créative. Et nous avons essayé différents processus pour briser la glace et rééquilibrer les forces. Nous avons pris d'abord les entrepreneurs sociaux que nous avons centrés, puis ensuite les philanthropes. Et puis nous avons demandé des vraies questions, puis une question innocente. Et nous avons tenté de répondre aux enjeux de la communauté avec ça. Donc, en parlant des hiérarchies sociales dont nous parlions plus tôt, ce qui causait un gros problème parfois, mais les gens étaient très motivés à essayer de s'impliquer ou de donner leur expertise, leur expérience pour en arriver à une solution, ce qui était super intéressant à voir. Et puis, nous sommes allés à la deuxième phase du projet pilote qui était de former des communautés d'apprentissage dans lesquelles nous attendons à une certaine dose d'expérimentation. Donc, lorsque nous avons commencé à transiter vers cette question de comment faire des nouvelles expériences ensemble, alors la pandémie s'est déclarée. Donc, nous avions un tout petit projet qui est la question de penser à la relance post-COVID, ce qui est devenu une question cruciale pour nous dans notre effort de réévaluer les potentiels de ce groupe. Donc, la question que nous aimerions aborder dans notre recherche à partir de maintenant pour cette expérience, c'est comment est-ce que les philanthropes canadiens que doivent savoir les philanthropes canadiens pour être des alliés dans le processus de rémission de la COVID-19. Donc, je me suis adressée à de nombreux et nombreuses leaders autour du pays pour avoir leur point de vue, ainsi qu'à d'autres philanthropes et entreprises de la société civile autour du monde pour recueillir leurs perspectives et leurs pratiques à ce sujet pour gérer la transition post-COVID juste et équitable. Et toutes ces recherches m'ont mené à une autre conversation de 3 jours où nous avons été
où nous avons eu la chance d'avoir des conversations entre des entrepreneurs sociaux et des philanthropes qui faisaient des exercices collaboratifs au cours de 3 jours où nous tentions de constater nos apprentissages et d'identifier la marche à suivre. Et nous parlerons de ce modèle après avoir parlé des panélistes un peu davantage. Donc, voici le paysage. Je sais que c'est beaucoup d'éléments de contexte, mais je croyais que c'était important de vous expliquer exactement ce que nous faisions ensemble au cours de la dernière année. Et maintenant, je vais donner la parole aux panélistes afin qu'ils et elles puissent nous partager un peu plus à propos de ce que signifie la philanthropie pour eux et elles. Jeff et Marcel et Claude, comment travaillez-vous ensemble? Quel est votre mode de collaboration et qu'est-ce qui vous frappe dans votre travail ensemble? Je crois que je commençais moi-même. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jeff Sear. Mon nom traditionnel est Eagleman Leading. Je viens des plaines de Whitehorse, du sud du Manitoba. Et je voulais vous dire que, parce que c'est exactement la façon dont nous avons approché notre travail de collaboration avec Lawson et d'autres à la table. Mon but est de donner à tout le monde un exemple pratique de l'air en action, une façon de travailler ensemble dans un nouveau type de relation. Marcel est beaucoup plus mon ami qu'un collègue à ce point-ci. Je crois que c'est une distinction importante à faire. En termes d'histoire d'origine, sur ce que je vais décrire, je vais parler des solutions laboratoires autochtones. Je vais donner quelques exemples de façon de travailler différemment. L'origine de ce laboratoire qui est aux alentours de 2015, si ma mémoire me sert bien, était une demande des communautés autochtones, des sociales autochtones et de la Fondation Lawson pour regarder une différente façon de trouver des solutions au diabète dans les communautés autochtones qui est arrivé, qui a eu lieu à Gatineau parmi un groupe d'entre nous. Le diabète, si vous ne savez pas, le type 1, type 2 dans les communautés autochtones est une crise qui, en fait, en tandem avec la COVID, réclame beaucoup de vie. Les communautés autochtones, c'est un effet intergénérationnel. On perd des générations complètes à cause du diabète et ça se répand de plus en plus. Donc, on perd la connaissance communautaire, on perd des gardiens de la connaissance, des personnes plus jeunes aussi. Je crois que Marcel et la Fondation Lawson ont une expérience pratique de solutions dans ce genre de questions. On travaille avec eux depuis les 30-40 dernières années sur la question du diabète. Seulement, on n'a pas eu un effet remarquable dans la question du diabète. Et nous avons des coûts massifs dans l'écosystème. Je crois que la raison pour laquelle on nous a approchés, c'est parce que le Raven Group faisait énormément de travail aux alentours du financement social en termes d'énergie propre sur les réserves. Puis, trouver comment les modèles communautaires peuvent influencer les modèles économiques. Et c'est un problème à la grandeur du système. Automatiquement, on se trouve à un différent niveau d'interaction. Et je vais en parler un peu plus tard, le genre d'interaction que j'appelle la philanthropie traditionnelle. Donc, on avait une cause commune et une confiance commune entre la Fondation Lawson et les groupes autochtones et d'autres. Et nous nous connaissions de réputation. Ce qui est arrivé, c'est que nous avons commencé à former des liens. Et
sans les problèmes de financement. Et c'était notre croyance que les solutions dans cet espace ne peuvent être que provenir du niveau communautaire, du leadership autochtone. Et ce n'est pas Raven, ça veut dire vraiment les leaders communautaires. Il faut que ce soit au cœur de la question. Donc, le concept, dès le départ, était de développer un fonds autochtone pour le diabète qui est maintenant à 22-25 millions de dollars, qui permet l'intervention au niveau communautaire à travers le contrat fondé sur la communauté. Et le processus, la première chose que nous avons faite est la reconnaissance que nous avons besoin d'une façon de co-créer parmi les actionnaires clés et de la perspective philanthropique. Notre requête de Marcel et d'autres et qu'on voulait être partenaire avant d'être dans une relation de financement. Il n'y avait aucune façon de pouvoir garantir l'engagement de la communauté autochtone. Il n'était pas possible de montrer une relation durable et un minimum de 5 ans d'intervention au niveau du diabète afin de garantir un impact maximal. Nous voulions vraiment voir du changement et on le faisait pour 6 communautés avec lesquelles on était engagés, mais même 650 communautés. C'était à propos de la grandeur, de la magnitude de ce projet. L'approche à propos de cela, il fallait se pencher sur la recherche, le design, l'évaluation, chaque composante et avoir l'organisation de la communauté appliquée différemment à différents organismes philanthropiques. C'est extrêmement inefficace, maladroit, et ça force les organismes autochtones qui n'ont pas de ressources, et je veux dire les gens et le temps d'appliquer sur ces différentes subventions. Nous avions besoin d'une façon de le faire en gros et à un niveau plus élevé et de s'attaquer à ces inefficacités. Ce type de financement parfois est trop petit et trop éparpillé en ce qui concerne la communauté philanthropique actuelle. On a besoin de solutions autochtones qui viennent de notre expérience, surtout provenant de notre expérience sur les contrats de l'énergie durable. Nous devions nous asseoir tous à la même table pour construire des relations ensemble, de comprendre les problèmes, de faire une cartographie du système, d'engager la communauté de façon fondamentalement différente et de regarder nos avoirs communautaires. Et dans tout cela, c'était notre vision de construire ce labo et de mettre en contact les acteurs ensemble. Je crois que c'est une partie importante de la communauté philanthropique, des praticiens médicaux, Diabète Canada, des paliers gouvernementaux, 6 nations autochtones, des représentants publics, des financiers, des investisseurs et évidemment des acheteurs potentiels. Nous avions besoin de tous ces gens à la table. Nous sommes en conversation aujourd'hui. Nous ne voulons pas laisser le financement dicter nos agissements. Notre demande collectivement, Lawson et le gouvernement du Canada, nous avions besoin de financer les éléments qui avaient besoin d'être financés et pas nécessairement ceux qu'on voulait financer. Donc, les communautés ne répondraient peut-être pas aux critères de financement philanthropique, mais il s'agissait d'un collectif de co-création. Et même au niveau de l'approche des derniers mois de l'Académie philanthropique, nous étions très clairs sur l'objectif de s'appuyer sur la communauté. Il était très clair que c'est une question ouverte. Nous n'apportons pas de solution déjà toute faite à la table. Si on parle des relations, de ce que ça a l'air, Marcel est un ami. Nous avons demandé à la Fondation Lawson de prendre un accord de partenariat
à 3 parties avec le gouvernement du Canada et ensuite Affaires autochtones Canada pour cofonder et s'asseoir à la table. Nous n'allions pas signer cette entente avec le gouvernement du Canada à moins qu'ils aient accepté nos conditions. Vous comprenez pourquoi nous avons construit ce modèle collaboratif et ensuite nous avons inclus dans ce modèle avec l'accord de la communauté le risque qui est un géant multinational pharmaceutique qui est détenu par une fondation dans un modèle européen. On était d'accord avec Marcel là-dessus. Ils voulaient éradiquer le diabète, ils veulent travailler avec nous là-dessus. Et donc, nous avons ce partenaire majeur assis à la table avec nous, qui vient co-collaborer. Ils sont d'intention philanthropique, ce qui est génial. Pour mener la façon dont ils participent, ils sont d'accord pour participer au processus en tant que personne. Je suis consciente du temps qui m'est alloué, donc j'essaie de donner les éléments les plus importants à propos de certaines fondations ou organismes caritatifs. Quand on entre dans un processus de labo, on commence par engager dans une cérémonie autochtone et on y reste pour 3 jours. C'est guidé par des gardiens de la connaissance, tout le monde est présent, les gens sont présents en tant qu'êtres humains. On veut savoir combien d'enfants vous avez, où venez-vous. Parce que quand on s'engage dans un processus comme celui-là, ça devient très complexe. Il y aura des conversations difficiles avec des gens qui travaillent tous ensemble. On veut savoir, est-ce que vous êtes en mesure de sauter par-dessus cette barrière, de saisir les possibilités. Et il y a des communautés autochtones qui sont à la table et qui font face à plus de 200 ans de colonisation qui ont été utilisés pour leurs ressources et leurs connaissances. Ils ont besoin de savoir que vous vous engagez dans une bonne relation avec eux également, surtout dans les 6 communautés autochtones au Manitoba, mais aussi dans toutes les autres parties du pays. La crise est assez mal en point que tout le monde veut participer à la table et voir du changement. Donc, comme je disais, on est ancré dans la cérémonie qui est toujours présente et nous devons lui accorder le temps nécessaire. Ça va prendre environ 1 an pour faire un labo de façon appropriée à cause du travail mental et intellectuel du processus. Il faut avoir cet engagement aussi en retour dans la communauté. Et on doit voir les résultats et ça prend du temps. En plus de cette année assez problématique à cause de la COVID, on veut s'assurer de prendre le temps nécessaire. La table elle-même est devenue une plateforme de financement. Nous pouvons mettre nos ressources en commun en ce moment à travers Raven et on distribue à travers les communautés, les membres des communautés. On essaie de rendre ce processus le plus fluide possible et alléger le travail des communautés autochtones présentes. Vous savez, je dirais qu'une partie de cela qui est importante et significative, c'est l'équité et l'inclusion actuelle. Aussi, la considération de Black Lives Matter aux États-Unis dans la dernière année et leur réflexion envers les communautés autochtones dans le Canada, les populations de couleur, et que nous avons besoin de mettre ces communautés et ces organismes en position de leadership. Nous avons besoin de nous prononcer sur les questions racialisées dans les institutions et travailler en leur nom. Et c'est une chose très importante. Nous devons amener ces ressources et construire les capacités à travers ces systèmes. Sinon, on ne changera pas ces problèmes systémiques à long terme. Je suis consciente de mon temps. Danica, tu peux me faire signe si ça fait trop longtemps. Il faudrait peut-être essayer de conclure. Donc, je vais essayer de faire des commentaires de clôture. Pour nous et pour ce labo, qui est réellement un rassemblement de financement et une table de création,
C'est une réflexion que nous sommes dans un moment transformationnel au Canada avec la Commission de réconciliation et vérité, les personnes autochtones qui passent de la survivance au succès. Et je crois que c'est important de reconnaître où nous en sommes et de saisir les possibilités, de construire autour de ces possibilités. Et c'est important que cette co-création, cet environnement, les gens peuvent écouter, construire leurs capacités, mais aussi en référence directe à Marcel et la Lawson Foundation. Nous leur avons demandé de s'engager sur le long terme, de répondre à nos objectifs à long terme de ce fonds de financement de plusieurs millions de dollars qui est très important. Et le gouvernement a également répondu à l'appel. Mon dernier commentaire est les problèmes canadiens ont besoin de plusieurs penseurs qui vont à la table et qui vont amener leur expertise à la table sans nécessairement s'épuiser, mais s'assurer que les personnes deviennent partenaires, construire des relations, la confiance qui vont et de leur donner le temps nécessaire. Je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Jeff. Marcel? Je pense que tout le monde peut voir pourquoi j'aime bien travailler avec Jeff. Ils font un travail extraordinaire à Raven. Je vais pouvoir en parler un peu plus. Je serai bref en ce qui concerne l'impact de la Fondation et comment nous exécutons notre travail. Nous avons été impliqués dans la prévention du diabète depuis les années 90 pour des programmes de prévention du diabète dans les écoles. Nous avons été sur ce cas depuis vraiment longtemps maintenant. Il y a beaucoup à apprendre et nous avons beaucoup à montrer également là-dessus. Je pense que Jeff a pu donner sa perspective en tant que personne autochtone. C'est important de détecter le diabète plus tôt, pas d'attendre d'être dans la soixantaine. On ne peut pas continuer à faire la même chose comme à l'habitude et s'attendre à des résultats différents. Donc, nous avons essayé de développer de nouvelles approches au niveau des communautés et avec Raven. J'ai appris beaucoup de Jeff et de Paul. On a fait beaucoup de recherches au niveau communautaire, des collaborations. Je crois qu'on a un bon sens mais c'est une façon complètement différente de faire les choses. Je crois que j'ai maintenant une meilleure compréhension des traditions, de l'engagement qui provient du travail au niveau communautaire et mené par la communauté. Et en tant que financier, il n'y a aucun doute que cela veut dire que nous avons besoin de prendre un peu de recul, de laisser aller. Ce n'est pas toujours facile, mais déjà, ça ne fait seulement que quelques années, mais nous voyons une différence réelle sur la façon d'avancer. Les solutions, Jeff en a déjà parlé, non seulement en termes de la question du diabète, mais aussi de l'impact au niveau de l'investissement et comment nous pouvons amener des investisseurs à s'asseoir à la table avec nous. Donc, des solutions qui ont développé des façons complètement différentes de travailler pour nous. Et j'ai appris aussi beaucoup de l'approche autochtone de Jeff et du rassemblement et comment vous apprenez chacun de vous a vraiment eu une incidence et a généré un énorme respect de ma part. Donc, sans doute, d'une perspective de financier et pour le futur de la philanthropie, il y a, en fait, son futur réside dans la différente façon de faire les choses et comment les gens approchent et apportent leurs capacités. Ça peut être des données, du financement, des connexions, un réseau, tout le monde qui se rassemble ensemble. Je crois qu'on a en fait une chance de changer les choses et d'apporter des solutions. Pour nous, ça a eu un impact énorme. Et le respect et la confiance que les personnes apportent avec eux à la table. Je pense que c'était la somme de ces atouts. Donc, le labo de solutions, les différentes façons de travailler, ça a été un départ pour la collaboration, mais ça a vraiment propulsé la collaboration également sur
la façon de percevoir tous ces atouts et ça me rend très optimiste, surtout au niveau de la collaboration avec Claude, Jean-Marc. C'est vraiment génial. On a beaucoup d'apprendre de nos collègues autochtones. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Marcel. Je passe le micro aux autres. Je vais seulement savoir ce que je comprends de ton expérience. C'est vraiment une vue d'ensemble à cette problématique. Je crois que c'est tellement important. On a tendance à professionnaliser le changement social. Il faut commencer à regarder et prendre un peu de recul sur les normes des différents organismes avec lesquels nous travaillons. Ce que je comprends, c'est que on dirait que tout le monde s'est remonté les manches et a décidé d'attaquer le problème de front et de faire ce qu'il fallait faire et d'être volontaire d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la fin dans un esprit de collaboration. Et on y revient à cette idée on fait ce qu'il faut faire. J'apprécie beaucoup ça me fait penser à Jessica Cobb, qui est également impliquée dans cette académie. Son commentaire à propos, tout le monde doit apporter son super pouvoir à la table et être présent pour le changement systémique. Merci beaucoup pour ces exemples et ton témoignage. Claude et Al, je vous passe le micro. Aimeriez-vous partager un peu de votre expérience? Merci beaucoup, Danica. Juste pour donner un exemple de la façon dont nous travaillons, est-ce que, justement, on se demande, bon, qui va en premier, qui va en premier? Ça a été décidé que ce serait moi qui commence dans un large consensus de 2 personnes. Je veux simplement apporter le commentaire. Il y a Bart Steele qui est avec nous et d'Ashoka Canada. Merci énormément. Jean-Marc, j'espère que tu m'excuses. Je n'arrête pas de t'oublier. C'est ce qui arrive quand on est si efficace et toujours à l'arrière-scène. Mais merci beaucoup d'avoir organisé cette initiative. Je crois que c'est extraordinaire au niveau de la génération de la connaissance qu'on fait chez PFC. Quelques trucs que je veux dire à propos du travail qu'on fait ensemble. D'abord et avant tout, on dirait que cette crise, la gestion de la crise n'a jamais été nécessairement au niveau de la gestion. Si on regarde les situations qui arrivent, on essaie de trouver des solutions, des problèmes actuels, et ça laisse beaucoup de situations qui ne sont pas défendues ou dont on ne parle pas. Et l'une d'elles est des personnes en situation de handicap. Si on regarde en Amérique du Nord dans les dernières années, il y a moins de 1% du financement qui va dans le secteur des personnes en situation de handicap et les personnes âgées. 2 groupes avec lesquels on travaille. On a fait du travail en financement pour ce secteur, surtout au Québec. Et c'est un secteur extrêmement fragmenté. C'est difficile de rassembler les gens autour de ce genre de questions et d'essayer de faire une différence. Je sais que, et je dois m'excuser à Al, je sais que dans les dernières années, tu as essayé de communiquer avec moi et ça a été difficile, je le reconnais. On n'arrivait pas à trouver le temps de se parler. Donc, un jour, je reçois un appel d'Al qui me demande de le joindre sur une réunion Zoom. Je me connecte et il dit « Hey Claude, comment ça va? » Je lui dis « Ça va bien? » Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux dire, parle-moi de toi? Oh, parle-moi de ta famille, ton travail, un peu comme Jeff disait. Et ça m'a fait m'arrêter. Je sais que ça a l'air un peu bizarre ou un peu sensible, mais je me disais, OK, il y a ce monsieur qui m'appelle et qui me pose des questions personnelles. Et on a commencé. Nous avions énormément de problèmes à régler et il fallait faire preuve de courage. Et je crois que cette collaboration était ce qu'on offrait, mais aussi la possibilité de collaboration. Je dis toujours à Montréal que je de la collaboration, mais je suis la personne qui frustre, la plus frustrée, parce que c'est complexe la collaboration. Il y a 50 personnes qui sont dans la pièce, qui ont tous des intérêts différents, qui ont des projets différents. Donc, comment peut-on se
assembler et laisser ces idées-là aller et juste travailler ensemble. Donc, ce que j'ai réalisé en travaillant avec Al, et je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais parler des heures, Al est génial. Donc, ce que je réalise, c'est que si je n'avais pas collaboré avec Al, mais même au-delà de ça, à travers lui, je collabore avec tous les acteurs significatifs au Canada en situation de handicap et à travers lui, j'aide toutes ces personnes. Quand Al m'a demandé comment j'allais et si j'étais mariée et tout ça, je lui ai dit, Al, écoute, cette relation ne peut pas être transactionnelle, je ne veux pas parler d'argent. On doit parler du travail qui doit être fait. Et ensuite, on trouvera des solutions pour l'argent. Je crois que c'est le genre de relation que nous essayons de développer. Je crois que nous avons réussi. Je lui ai dit aussi, je vais le laisser parler aussi ensuite, je lui ai dit, Al, on ne peut pas commencer à inventer des mots. Je dois vraiment me concentrer sur, au niveau de la famille, expliquer à ma femme ce que je fais. C'est quoi ce mot? Je dois lui expliquer la terminologie. Avec l'Académie, nous a fourni absolument le forum pour faire ce genre de conversation sur son travail. Merci beaucoup, Claude. On a beaucoup d'autres chemins à faire dans la prochaine année et demie. Danica, je voulais juste vérifier. Je regarde et je crois qu'on est à court de temps. On a à peu près 5 à 7 minutes, Al. Et ensuite, on pourrait passer aux questions de tout le monde. Bonjour tout le monde. Et je reconnais beaucoup de gens qui soutiennent, qui m'ont aidé personnellement à le travail que j'accomplis à travers l'association. C'est génial à tout le moins, pouvoir lire vos noms sur l'écran. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais juste... nous avons la possibilité au Canada de faire quelque chose qu'aucun autre pays au monde a accompli, et c'est d'éliminer la pauvreté pour les personnes en situation de handicap. Ce n'est même pas dans le plan d'autres pays. La pauvreté, les handicaps sont souvent passés sous silence. Le gouvernement du Canada, en septembre, a promis une aide financière dans une certaine mesure sous la forme de suppléments aux revenus pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Donc, c'est le grand défi. Claude a décidé de participer immédiatement et nous a donné le soutien de construire cette structure. Et cette structure est la prémisse du concept rien à propos. Et c'est une idée de la communauté des personnes en situation de handicap. Et nous avons besoin de cette représentation démocratique. Rien laissé à la chance. On ne peut pas s'appuyer seulement que sur un seul type de gouvernement, un seul type d'influenceur. Dans la communauté des personnes en situation de handicap au sens large, nous devons penser et agir comme un groupe organisé et imaginer tous les types de possibilités, tous les types de problèmes qui pourraient survenir partout au Canada, à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté des personnes en situation de handicap. C'est une possibilité extraordinaire. C'est aussi une tâche gargantuesque. Je vous explique. Le premier défi est que c'est très facile d'approcher ce type de travail avec des demi-vérités et la moitié des intentions. Et par cela, je veux dire que les personnes comme moi, qui ne sont pas à l'aise financièrement, d'autres personnes de la communauté, afin d'obtenir du financement des fondations, nous devons mentir. Commencer à parler à propos des défis systémiques. Ils ne sont pas aussi mesurables en type de programme. C'est très difficile. Donc, nous devons vous donner des demi-vérités, ce qui veut dire que nous sommes liés, nos mains sont liées. Et nous devons penser les choses différemment. La possibilité d'avoir
des relations avec vous en tant qu'égaux, développer des stratégies, penser ensemble, créer des liens ensemble. Et oui, vous avez de l'argent, mais si nous pouvions participer également, nous pourrions vous dire la vérité. Nous pourrions admettre nos faiblesses. Nous pourrions vous dire qu'on se réveille parfois et nous avons peur. Nous avons peur de prendre en charge un mouvement aussi grand. Donc, c'est une chose. Et ensuite, deuxième, je veux parler de ses forces. Avec le Fonds pour les personnes en situation de handicap, qui a été créé en 2008, on se disait que peut-être jusqu'à maintenant, on pensait en fait que tous les Canadiens en situation de handicap aujourd'hui auraient le soutien financier dont ils ont besoin. Et pourtant, 15 à 20 n'arrivent pas, de ces personnes en situation de handicap n'arrivent pas à s'inscrire à ce fonds. Pourquoi? Ils disent bien, vous savez, on n'a jamais pensé à ce type de barrière. Pourquoi est-ce que les personnes ont juste besoin d'argent? On fait tout pour eux. Et ce que ça veut dire essentiellement, c'est que les personnes en situation de handicap sont riches en programmes et pauvres en finances. Potentiellement des alliés, nous en avons besoin. Et nous sommes tellement pris dans ce système. Je crois que la façon de soutenir les personnes en situation de handicap, c'est de leur jeter des programmes à la figure, mais ça leur enlève leur agentivité. Donc, on fait face à ça. On fait face aussi au gouvernement dans le monde des personnes avec handicap. Ce n'est pas seulement une question du gouvernement actuel, c'est tous les gouvernements, entre autres en situation de la COVID. On doit développer différentes façons de faire. Et ce qu'on réalise, c'est que si un de nos amis a eu un accident avec son épine dorsale, ils ne peuvent pas performer à leur meilleur. Et nous sommes à un tournant démocratique au pays. Nous devons aider le gouvernement à fonctionner à leur maximum. Non, ça ne veut pas dire une solution toute faite et nous allons prendre le relais, mais si vous faites une erreur, nous allons vous blâmer. Ça veut dire prendre responsabilité, non seulement pour concevoir les solutions, mais aussi de les mettre en place dans l'institution gouvernementale, planifier à chaque étape et travailler pour l'unification au sein du mouvement, à obtenir le soutien du public. Alors, nous devons le faire. Donc, c'est un autre défi ajouté auquel on fait face. Voilà un autre obstacle auquel nous faisons face. Je ne veux pas terminer sur une mauvaise note, mais je voulais quand même dire, est-ce que je peux encore me permettre de dire quelques mots, Danica? Oui, juste pour conclure. D'accord. Je voulais juste finir en disant qu'on m'a demandé de co-présider le colloque sur les personnes en situation de handicap et la COVID-19 par le gouvernement fédéral. Et je me suis résignée à ne pas faire cette intervention. Les valeurs des générations X sont encore très profondément ancrées dans nos structures. Donc, les discriminations systémiques contre les personnes racisées, la discrimination raciste contre les peuples autochtones, tout ce qu'on peut commencer à comprendre à ce sujet-là, c'est également vrai pour les personnes avec en situation de handicap. Donc, le diable est dans les détails, on dit. Et donc, en plus de mettre fin à la pauvreté, nous devons aussi être en mesure de nous attarder à ces préconceptions profondes sur ce qu'on juge être digne de valeur, ce qui désavantage les personnes en situation de handicap dans l'association, puisque nous vivons avec ce postulat comme quoi, quand on vit avec une situation de handicap, on n'est pas complètement autonome et nous savons que c'est faux. Pour le démontrer, nous devons approcher la question avec le cœur ouvert et avec bravoure. Et vous m'avez soutenu
auparavant et à travers moi, le mouvement pour les personnes en situation de handicap. Et donc, voici notre occasion. Nous pouvons mettre fin à la pauvreté de 3,1 millions de Canadiens et Canadiennes et mettre fin à la pauvreté partielle de 2,5 millions de Canadiens juste en soutenant le travail que Claude et moi faisons avec de nombreux autres partenaires. Donc, soutenez-nous dans notre projet. C'est mon appel et mon souhait. J'espère que ça a été aidant. Et je suis désolée de la brièveté de ma présentation, mais j'espère que ça va vous éclairer quand même. Oui, merci Al. C'était super. Nous avons encore 2 questions et il nous reste 10 minutes dans la séance. Gina, je vais me diriger vers ta question et mes dirigeants en deuxième niveau. Donc, commençons avec Marine, en fait, qui demandait aux panélistes quelle a été la partie la plus difficile de cette collaboration et de cette approche collaborative. Prenons 5 minutes maximum sur cette question afin que nous ayons une autre 5 minutes pour aborder la deuxième question. Qui veut commencer? Marcel, go ahead. Marcel, allez-y. Oui, juste quelques mots pour bâtir, pour faire du pouce sur ce que disait Jeff. Réaliser que nous sommes ici pour le long terme et ça peut être difficile, même si c'est crucialement important. Oui, j'ai quelques mots à répondre à Marcel aussi. Tout d'abord, je ne sais même pas comment le dire. Il y a un traumatisme extrême dans les communautés autochtones. Et quand nous travaillons avec ces systèmes complexes, nous réalisons que le niveau d'implication qui est souvent non financé doit être maintenu et c'est très difficile à faire. Ça demande des êtres humains, des corps, d'être mobilisés constamment sur la question. Et là, on parle même pas encore de l'accès limité à l'Internet dans une communauté du Nord. Donc, voilà. Merci, Jeff. Allez-y. Je ne sais pas si c'est aidant ou non, mais les défis que moi, je dois confronter tous les jours, c'est souvent d'être assez brave parce que je suis tellement immergée dans le statu quo et donc de voir au-delà de ça, c'est très difficile et parfois, c'est même difficile à formuler ou à représenter. Donc, je me suis créé un petit mantra qui est d'abord de se mettre en mouvance pour dévancer le statu quo. Et deuxièmement, c'est de se poser la question de quoi. Donc, d'abord, c'est d'être courageux et ensuite, c'est d'être capable de prendre des risques. Donc, nombreux de personnes ici nous ont soutenus, notamment Claude Ménal, qui, lui, a eu l'imaginativité et la créativité de nous soutenir. Donc, si nous voulons vraiment contourner ces structures qui ont des faux postulats dans la société, incluant pour les personnes autochtones et les personnes en situation de handicap, nous avons besoin d'une grande imagination et je crois que c'est là notre plus grand défi. Oui, et si je pouvais en rajouter, je crois que ce qui aurait dû être plus difficile dans cette collaboration, c'est que nos fondations laissent l'argent se faire dépenser sans demander rien en retour, des rapports ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas été possible. Parce que c'est basé sur la confiance et sur le fait que, en tant que fondation en soi, nous ne pouvons pas réussir. Les personnes avec une situation de handicap ne peuvent pas réussir seules et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans le projet. Super. Merci. L'autre question provenait de Gina qui nous posait une question à propos des ententes de partenariat. Et je pense qu'on peut en parler davantage au cours des prochaines étapes de la conversation. Donc, je vais inviter Jeff et Al à nous partager quelques mots sur ces partenariats-là, mais je vais quand même mettre le contexte en présentation. Dans mon introduction, j'ai mentionné qu'à la fin de ce projet pilote, nous avons passé 3 jours de travail ensemble entre des entrepreneurs sociaux et le secteur philanthropique pour explorer comment la recherche sur la remise après la COVID-19 pourrait nous mener à des modèles pour l'avenir. Et ce qui est vraiment ressorti de nos conversations, c'est un désir de financer des projets collaboratifs qui centreraient la voix des communautés dans leur approche. Donc, ce que nous avons
élaborés. C'est des fonds menés par la communauté qui fonctionnent par nomination. Donc, au cours des les personnes nominées peuvent venir de n'importe où, mais pour les 2 premières phases, Ashika a nominé 2 personnes de sa communauté, soit Jeff et Al, afin qu'ils soient des gardiens de la communauté, de manière à s'assurer que les fonds réunissent les communautés qui ont vraiment le bon momentum pour construire des mouvements sociaux. Et donc, dans le cas de Al, c'est la communauté des personnes en situation de handicap, et dans le cas de Jeff, c'est les entrepreneurs autochtones. Donc, les deux ont vu une occasion de se réunir entre les différents acteurs de changement dans ces secteurs respectifs. Et l'idée était que les membres de l'Académie et l'invitation puissent parvenir à quiconque à cet appel qui puisse être intéressé à s'impliquer dans cette ambition d'inclure des ressources dans ce financement. Donc, nous mettrons sur pied deux communautés pour organiser et prioriser les interventions systémiques. Je ne sais pas si Al et Jeff, vous vouliez en rajouter quelques mots et après, on pourrait revenir sur cette question à propos des partenariats. Non, ça va, je cède ma parole. Je ne suis pas trop certaine de comprendre la question. Pourrais-tu clarifier? Oui, quelles sont les fenêtres d'occasion, d'opportunités qui peuvent nous amener en tant que gardiens de la communauté à décider pourquoi c'est le bon moment pour agir ensemble? Oui, comme je l'ai déjà dit, le discours du trône comportait de nombreuses promesses, dont celle dont nous discutons maintenant. Nous ne voulons pas investir dans un seul gouvernement et avoir une implication non partisane, mais de façon plus importante. Ici, 1 an, je ne veux pas être devant un des bailleurs de fonds en train de parler de situation de handicap. Je veux être en train de construire des infrastructures pour que les leaders géniaux en situation de handicap puissent vraiment avoir les outils de mener la charge. Donc, c'est ce qui se passe dans notre appareil à l'interne que nous avons tenté d'implanter pour amener des gens à prendre plus de contrôle et de leadership. Et donc, ça commence tranquillement à faire effet. Donc, voici, ce sont nos défis, si ça vous éclaire. Nous tentons humblement d'obtenir un engagement de 8 milliards de dollars par année. Ça prendra environ 2 millions par année pour organiser, élaborer, tisser des relations médiatiques, des relations avec l'opinion publique, etc. Super. Je vais rapidement rajouter que de ma perspective et de celle de ceux avec qui je travaille, nous voyons une explosion d'entrepreneuriat social autochtone et d'entrepreneuriat en général qui émanent des communautés qui ont des solutions à apporter. Et nous avons quelques indicateurs de succès maintenant que nous pouvons identifier autour de financement de plateformes autochtones et qui sont parfois dépendantes d'une organisation sœur, parfois non. Ils ont eu beaucoup de succès en faisant les choses de façon différente. Et en prenant soin de ces initiatives, je dirais que ça nous prend une meilleure cartographie de ce qui existe et ce qui doit être obtenu. Et ce n'est pas compliqué à faire. Il suffit de voir comment est-ce qu'on peut construire des structures qui peuvent enlever les barrières à l'accès du monde entrepreneurial pour les personnes autochtones en regardant le spectre de ce qui se passe déjà au Canada. Et à mon sens, c'est la meilleure façon de fermer les écarts économiques entre les différentes populations, c'est en recentrant la voix autochtone dans une plateforme collaborative. Oui, j'aimerais rajouter un tout petit commentaire. Je crois que les 2 initiatives, et les gens peuvent le voir facilement dans la salle aujourd'hui, c'est que l'idée, c'est vraiment de donner la voix à ceux et celles qui vivent dans des situations difficiles. Et ça, c'est l'ambition cruciale de notre travail. Et comme Danica le disait, on peut la rejoindre n'importe quand pour en avoir plus d'informations. Et à sujet de moi-même et d'Al, nous voulons impliquer le secteur philanthropique. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de compétences. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous sentez que vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait contribuer.
Nous sommes en processus de construire l'équipe de rêve. Ça se passe très bien et nous serions enchantés d'avoir de nouvelles de quiconque dans la pièce. Merci. Je vais maintenant donner la parole à Murphy pour un dernier commentaire, mais je vais dire à Gina aussi, n'hésitez pas à me contacter directement. Je peux vous en parler davantage pour les prochaines étapes et vous parler du parcours d'entrepreneurs sociaux, de philanthropes, etc., qui doivent tous et toutes s'impliquer à des objectifs différents. Donc, je peux vous en parler davantage en séparé. Merci beaucoup, Murphy. Je te laisse la parole. Oui, super. Merci tout le monde de votre participation aujourd'hui. C'était super intéressant d'entendre les expériences personnelles de tout le monde autour de la salle. Je vais simplement vous rappeler que notre prochaine séance débutera dans 15 minutes. C'est un atelier en collaboration avec le Circle on Philanthropy et sur les cercles autochtones du Canada. Chris Arty animera cette séance. Elle est présidente du cercle et elle partagera quelques enseignements et outils de soins et d'introspection. Je vais vous lancer le lien dans la boîte de clavardage dans quelques instants et nous serions très heureuses que vous preniez quelques secondes pour évaluer votre expérience. Je vais vous parvenir un sondage dans la boîte de clavardage aussi. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt.